Bienvenue à tous et à toutes. Yorana, je voudrais vous parler surtout du relevé de décision qui nous a été envoyé par le Premier ministre, Jean Castex, sur la table ronde qui s'est tenue à Paris. Je suis heureux de tenir cette conférence de presse avec les présidents de nos institutions, le président de l'Assemblée de Polynésie, le président du CESEC et naturellement notre représentant à Paris du CESE. Je suis accompagné du ministre de l'Environnement et de Yolande Vernodon, que l'on ne présente plus, que vous connaissez bien. Voilà, permettez-moi donc d'abord de revenir brièvement sur l'organisation et le déroulement de cette première rencontre. Je dis bien de cette première rencontre au sommet État-pays sur le nucléaire pour partager avec vous le relevé de décision donc, que nous avons reçu ce week-end. Je souhaite à nouveau, et je ne dirai suffisamment pas, remercier le président de la République, M. Emmanuel Macron, pour avoir organisé, et vous l'avez tous remarqué, dans des délais assez courts, cet événement historique, voire même exceptionnel, qui réunissait des représentants de tout horizon du pays via le groupe Recotica. C'était la volonté effectivement au départ, mais qui rassemblait aussi de nombreuses hautes personnalités de l'État. Le terme de haut niveau est de circonstance puisque la délégation polynésienne a eu à Paris comme interlocuteur non seulement le président de la République, bien sûr, qui s'est déplacé spécialement pour cette occasion, mais aussi 3 ministres du gouvernement Castex, sans oublier les personnalités extrêmement qualifiées de l'État. Ils nous ont également exposé avec clarté et transparence l'ensemble de leurs travaux et de leurs réflexions sur des sujets aussi complexes que ceux que nous avons abordés. En fait, donc, cette préparation s'est faite effectivement en coordination avec nos travaux ici en Polynésie française, puisque dès les premières réunions, les participants nous ont transmis leurs doléances, que ce soit les associations 193, Mururoa et Tatou, et Tamari Mururoa, que les autres. Donc dès que nous avions eu le schéma de ces doléances, nous les avons transmis à Paris pour que Paris présente leurs travaux en fonction de ce qu'attendait l'association Recotica. Mais je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui se sont associés localement aux travaux préparatoires de cette table ronde, et je pense plus particulièrement à notre coordonnateur Joël Alain, ici à Tahiti, et à son homologue parisien, le préfet Alain Rousseau, donc, qui ont coordonné avec professionnalisme et brio la démarche. Sans oublier naturellement les petites mains, parmi lesquelles notre délégué Yolande Vernodon. Je souhaite enfin signaler le très bon état d'esprit qui a animé notre délégation, en dépit des fois, vous le savez tous, des positions parfois divergentes des uns et des autres. Malgré l'absence de 2 des 3 associations qui sont impliquées historiquement sur le sujet, nous avons porté le message de tous pour que la voix de l'ensemble des Polynésiens soit entendue le plus largement possible par les autorités de l'État. La semaine dernière, lors de la conférence de presse qu'ont tenue les membres de Recotica, Joël Alain l'ayant organisé avec les différents rapporteurs qui sont intervenus au nom des Polynésiens, il a été dit ici que nous n'avons pas perdu notre temps. Très sincèrement, je souscris pleinement aux propos de Joël Alain et je fais mienne cette phrase. Pour regretter d'ailleurs aussi que certaines associations ou représentants politiques, puisque les groupes parlementaires avaient été invités,
ils auraient dû se joindre à nous lors de ces débats qui furent des débats instructifs, enrichissants et je crois même des débats sincères. Il n'empêche que, et malgré ce qui peut apparaître comme une division des Polynésiens, parce que c'est quand même le fait marquant depuis quelques années ici, la délégation Récotica a porté la voix commune des Polynésiens en intégrant des doléances des associations, même celles qui n'étaient pas venues, donc nous avons porté leurs doléances et je crois que c'est, pour moi en tous les cas, le point positif. Je viens maintenant au courrier du Premier ministre qui souligne d'ailleurs l'intense préparation par les groupes de travail mis en place à Papeete et la qualité des spécialistes de très haut niveau qui sont intervenus à Paris. Dans ce courrier qui tient lieu de relevé de décision, je le répète parce que ils ont voulu l'officialiser par la signature du Premier ministre, donc il explique qu'à la suite de la table ronde, et je le cite, « J'ai souhaité, sans délai, vous faire part des conclusions que j'en tire pour l'action du gouvernement dans les mois à venir. » Cela veut dire qu'effectivement, nous rentrons dans le concret et dans l'action. Ce faisant, le Premier ministre estime que le caractère exceptionnel de la rencontre a permis de poser des nouvelles bases à notre dialogue, je le cite, sur ce dossier sensible, reconnaissant ainsi que l'État n'a jusqu'à présent pas suffisamment communiqué. Et c'est bien un des reproches que nous leur avons fait. La conclusion qu'il en tire, et là je le cite à nouveau, c'est l'évidente nécessité d'améliorer et de qualifier l'information sur ce sujet dans les mois et années à venir, chose qui s'impose aujourd'hui. C'est lui qui le dit. Aussi, il précise que les organismes présents sur place à la rencontre, qui étaient prises, je le cite, les organismes présents sont prêts à répondre à toute sollicitation pour venir, le cas échéant, sur place à la rencontre des Polynésiens pour leur présenter ces travaux. Les travaux donc que nous avons tenus à Paris. J'estime effectivement qu'il est important que ces experts puissent venir en Polynésie, notamment pour présenter leurs études et leurs conclusions. Ainsi, chacun aura le même niveau d'information et pourra éventuellement confronter ce qui est dit avec d'autres données. Nous en avons eu l'exemple dernièrement. Ce serait alors un dialogue qui doit être engagé par tous pour avancer. Dès lors que le gouvernement national s'est inscrit dans une dynamique d'action sur ce sujet, le Premier ministre m'informe donc qu'il a donné les instructions nécessaires pour que des mesures pratiques qui ont fait l'objet d'un consensus lors de vos travaux et paraissent structurants pour l'avenir fassent l'objet d'une mise en place rapide et concrète dans les semaines à venir. Fin de citation. Alors, quelles sont ces mesures? La première mesure concerne l'ouverture des archives. Je ne dis pas mon ressenti, je suis en train de commenter le relevé de décision commun que nous avons sorti avec le gouvernement central. À cet égard, tout sera déclassifié. Cependant, et c'est parfaitement compréhensible, je le dis, les archives contenant des informations dites proliférantes, c'est-à-dire celles qui permettent d'avoir des éléments sur la construction de la bombe, ne peuvent être mises sur la place publique. C'est audible, c'est compréhensible. Un travail donc de tri a déjà commencé et le Premier ministre indique qu'il sera intensifié, c'est-à-dire qu'on mettra des moyens supplémentaires, financiers, moyens et en hommes, pour que ce travail soit intensifié. Ainsi, et pour que des fonds documentaires nouveaux, je le cite, soient communiqués très rapidement aux chercheurs et au public, ce dernier, le Premier ministre précise donc qu'une commission sera chargée de superviser l'avance des travaux de tri.
C'est un peu à notre demande que ce comité est mis en place parce que ça fait 55 ans que le premier tir a eu lieu, ça fait pratiquement 25 ans que cela traîne, puisque ces informations proliférantes sont connues. On en a déjà entendu parler, et là donc on crée un comité, et j'ai demandé au ministre de la Défense qu'un Polynésien puisse nous représenter dans ce comité. Voici ce que nous dit le Premier ministre. Il vous a été proposé en séance de participer à leur choix et donc à votre demande de désigner à cet effet un correspondant polynésien qui contribuera à l'avance de ces travaux. Pour nous, c'est une avancée notoire, bien sûr, dans la transparence, puisque nous pourrons désigner, comme nous l'avons effectivement demandé, quelqu'un qui participera à ces travaux de tri. Le Premier ministre réaffirme au passage le soutien et la disponibilité de l'État à la création du centre de mémoire, dont la conception, je le rappelle, relève de la responsabilité de la Polynésie française. Nous l'avons demandé depuis un certain temps, nous allons, nous, maîtriser cette opération du centre de mémoire. La deuxième mesure concerne les conséquences sur la santé. Le Premier ministre aborde ensuite donc ces effets des essais nucléaires sur la santé, et je le cite, qui ne peuvent être niés. Il le dit. Pour lui, mieux comprendre et connaître les mécanismes d'apparition et de développement des maladies radio-induites est essentiel. Mieux comprendre et connaître les mécanismes d'apparition est essentiel. Et la question notamment du lien entre l'exposition à de faibles doses des rayonnements ionisants et le cancer de la thyroïde devra être approfondie. Augmentation effectivement importante de ce cancer. Le Premier ministre annonce ainsi l'extension, je le cite, et l'approfondissement de l'étude CEPIA afin de prendre en compte l'ensemble des travailleurs présents sur les sites du CEP. Fin de citation. Alors, c'était une revendication effectivement ancienne de l'association Tamari Mururua. Qu'est-ce que c'est que l'étude CEPIA ? L'étude CEPIA est une étude qui a été confiée en 2019 par l'État à l'organisme indépendant CEPIA Santé et qui concernait les causes de mortalité d'une cohorte de plus de 30 000 vétérans qui avaient été présents sur les sites du CEP entre 1966 et 1996, lesquels portaient des dosimètres. Ici, le Premier ministre nous annonce que cette étude va être étendue à l'ensemble des travailleurs sur site et notamment bien sûr les personnels civils qui ne portaient pas de dosimètre. Ce personnel civil appartenait à des sociétés qui étaient des sous-traitants d'entreprises sur Mururua et Fongatofa. Il souligne également que la liste des maladies radio-induites pourra être adaptée au fil des travaux internationaux et notamment des travaux qui sont menés par le Comité des Nations Unies sur les effets des radios atomiques, le fameux UNSCEAR, UNSCEAR. C'est l'UNSCEAR ou l'UNSCEAR? Hein? L'UNSCEAR. Il rappelle également qu'au travers de la Convention santé que nous allons signer dans les jours à venir, l'État apporte son soutien à la qualification de votre registre des cancers, je le cite, et au développement de l'oncologie et surtout à l'appui au dépistage et à la meilleure prise en charge des malades. Vous savez que nous étions avec l'ancienne présidente de l'association de lutte contre le cancer. Vous savez que c'est un sujet sensible ici en Polynésie française et je crois que pratiquement tout ce qui a été demandé
a été, en tous les cas, a attiré l'attention de nos interlocuteurs et la mise en chantier, donc, devra se faire rapidement maintenant. Le Conseil des ministres qui se réunit va prendre l'arrêté de création de cet institut du cancer aujourd'hui et nous attendons naturellement la Convention santé et surtout nous attendons l'annonce du président de la République qui est très très intéressé par la création de cet institut. Vous savez que cette création de l'Institut du cancer de Polynésie française est une opération intéressante du fait que les médecins, les professeurs qui suivent ce sujet de l'oncologie pourront donc aussi venir renforcer et en tous les cas donner des moyens supplémentaires à nos médecins ici, à nos oncologues qui seront sur place et pourront participer effectivement au dépistage et à une meilleure prise en charge de ces malades. Troisième mesure concerne l'indemnisation des victimes. Donc, concernant l'indemnisation, M. Jean Castex réaffirme le principe qui a été posé par le président de la République lors de notre entrevue, qui doit s'appliquer, là je cite le Premier ministre, l'État a créé un droit à l'indemnisation pour les victimes des essais nucléaires. Il a le devoir, l'État bien sûr, de permettre à tous ceux qui s'estiment victimes de présenter un dossier au CIVEN. Ce qui semble effectivement, depuis quelques années, une difficulté puisque certains d'entre ces victimes ou n'ont pas pu, ou n'ont pas déposé de dossier, ou n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la procédure. Nous avons été très durs là-dessus, car nous estimons effectivement que le devoir est un devoir d'État, que de mettre en place les moyens afin de faciliter l'accès des Polynésiens à l'indemnisation. Ces principes étant acquis, c'est-à-dire que le droit à l'indemnisation ayant créé un devoir de la part de l'État, il fait aussi le constat que l'accès au dispositif d'indemnisation est complexe. Premier ministre, que l'accès au dispositif d'indemnisation est complexe et en effet peut décourager certaines personnes isolées. Aussi, il précise que la décision a été prise, je le cite là, la décision a été prise de mettre sur pied une équipe constituée de personnes disposant de compétences médicales, mais aussi de compétences administratives, et qui aura pour fonction, cette équipe, de se rendre sur place, au plus près des Polynésiens, pour les informer sur leurs droits, les aider à évaluer leur situation de santé et surtout à constituer leur dossier. Fin de citation. C'est ce que le président de la République, lors de son intervention le premier jour, a qualifié de « aller vers ». Il faut aller vers les gens et ne pas attendre qu'ils viennent à nous, ce que disait le président. Le Premier ministre ajoute que cette équipe fera également ce travail auprès des ayants droit. Et précise enfin, je le cite, que le nécessaire sera fait par voie législative pour que le délai de dépôt des dossiers auprès du CIVEN soit repoussé de 3 années. Vous connaissez l'origine de ces doléances, même s'ils n'étaient pas là, nous avons porté leurs doléances et ils ont donc obtenu satisfaction. Enfin, parce qu'effectivement on peut envisager maintenant que les choses seront facilitées, des moyens financiers supplémentaires seront alloués au CIVEN. Concernant la prise en charge par l'État des frais engagés par la CPS, le Premier ministre affirme nettement, et je vais le citer, « Cette demande apparaît légitime ». Et il rajoute « Il est normal en effet qu'à côté du dispositif d'indemnisation individuelle,
les dépenses engagées par la collectivité fassent l'objet d'un remboursement. C'est la première fois. C'est la première fois que les plus hautes autorités de l'État abordent avec autant de clarté le sujet de la CPS, de l'indemnisation donc collective. Le principe est donc acquis, reste à voir rapidement les modalités pour la mise en œuvre, car il faudra naturellement que l'on se mette d'accord sur les chiffres qui varient entre 15 et 75 milliards. Il faut qu'on regarde ça. Dans les jours à venir, je pense que ça ira très rapidement. Enfin, la quatrième mesure concerne l'impact sur les territoires. Concernant le volet des impacts, qui concernerait les travaux de la dernière partie qui concerne les travaux de la dernière partie de la table ronde, le Premier ministre rappelle, et c'est clair effectivement, que les atolls de Mururoa et Fongatofa demeureront des emprises militaires. Les deux atolls demeureront des emprises militaires. Les traces des explosions et les déchets enfouis pouvant revêtir un caractère d'information proliférante. À cet égard, la délégation Récotica a mis sur la table le principe d'une compensation pour perte de jouissance. Maintenant qu'aujourd'hui c'est clair, il faut que l'on discute. Pour ce qui concerne Hao, il retient que les modalités de dépollution du site font l'objet d'une perspective de solutions techniques envisageables, telle que cela avait été abordé par notre délégation. Pour lui, pour le Premier ministre, un travail commun des services de l'État, du pays et de la commune doivent être engagés rapidement. Le Premier ministre rajoute, de même, l'État poursuivra, en lien avec le pays, son appui au projet de développement des autres atolls proches de Fongataou et Mururoa. Il parle naturellement des atolls de Toureia, des atolls de Réan, la commune de Réan, et surtout de la commune des Gambiers. Enfin, pour parler d'un sujet un peu d'actualité, nous en avons parlé il n'y a pas très longtemps, pour ce qui concerne le CRSD, le Premier ministre a acté la prolongation de la durée de ce contrat afin de terminer les opérations qui s'y rattachent. Je veux parler, puisque nous avons envoyé avec nous quelques maires, je veux parler naturellement des travaux, nous avons beaucoup parlé des travaux de dépollution et de déconstruction de ces sites. Donc, il dit qu'on va prolonger la durée de ce contrat, ainsi que la prise en charge des coûts liés à la dépollution amiante des bâtiments. En résumé, jusqu'à présent, l'État n'a mis pratiquement que la moitié du coût des dépollutions des sites de Fa'a, Papeete, Pire, Aroué et Tarawan. Ce n'est pas qu'ils n'ont mis que la moitié, mais c'était qu'effectivement qu'au départ, les estimations étaient largement en deçà de ce que cela coûte réellement aujourd'hui. Enfin, il précise clairement que les crédits non engagés seront redéployés sur des actions de redynamisation économique et non désengagés comme c'est actuellement le cas. En d'autres termes, les crédits seront maintenus même si les exercices changent. Sur le volet des conséquences de l'arrêt des essais sur l'économie polynésienne, le Premier ministre a reconnu que la Réunion n'a pas eu le temps d'approfondir ces sujets. Il écrit « La table ronde, je le cite, n'a permis que d'amorcer la réflexion sur ces sujets stratégiques pour la Polynésie française et qui dépassent bien évidemment la question des conséquences des essais nucléaires. Aussi ai-je demandé au ministre des Outre-mer, en lien avec les ministères concernés, de poursuivre cette réflexion avec vous. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, nous avons mis un nouveau sujet sur la table. Ce sujet, c'est le rattrapage et l'accompagnement par l'État des conséquences
du développement un peu désorganisé de la Polynésie française avec l'arrivée du CEP. Nous demandons donc, au-delà, on va regarder exactement comment nous pourrions présenter ce sujet, puisqu'il y a quand même, pas l'oublier, plusieurs volets sur lesquels l'État intervient aujourd'hui. Je veux parler des projets, des contrats de transition, de développement et de transition. Je veux parler des autres contrats qui sont passés avec l'État. Et derrière cette idée que nous avons soumise à la réflexion de l'État, il y a bien sûr tous les sujets liés à la transition économique, transition énergétique, transition, etc., transition. Et nous avons effectivement demandé à l'État de nous aider à effectivement passer à autre chose, pour être court. Donc, globalement, au travers de son courrier, le Premier ministre non seulement confirme nos premières impressions, mais il apporte sans embâche, sans ombre, des éléments de réponse à la presque totalité des doléances qui ont été présentées à l'occasion de la table ronde. Que ce sont, je le cite, les principales conclusions sur lesquelles j'engage mon gouvernement et qui pourront faire l'objet de précisions ou de confirmations à l'occasion du prochain déplacement officiel de Monsieur le Président de la République en Polynésie française. Donc, pour conclure et suite à notre proposition, le Premier ministre aborde la question du suivi des mesures, le maintien dans la durée au sein d'une instance permanente de dialogue. Car effectivement, on l'avait un petit peu dit ici avant le départ de la délégation Ricotica, ce n'est pas en 2 jours que nous allons couvrir tous les sujets et aller au fond, c'est-à-dire aller vers la vérité et la justice. Le Premier ministre dit, et je le cite, « J'y attache aussi beaucoup de prix à la permanence de ce dialogue. Aussi ai-je décidé de placer auprès de mes services, c'était à notre demande, j'ai décidé de placer auprès de mes services un dispositif de coordination et de suivi de ces dossiers dans un format qui reste à définir et dont je vous tiendrai rapidement informé. Il va donc de soi que de notre côté, nous mettrons également en place des structures adaptées pour que ce dialogue et ce suivi soient les plus efficaces possibles. Voilà donc les principales mesures actées par le PM et qui constituent une véritable feuille de route pour le gouvernement. Cela répond très largement aux doléances portées par la délégation. Alors, au-delà du changement de posture, car il y a un vrai changement de comportement, de posture, même de paradigme de l'État vis-à-vis de la reconnaissance des impacts des activités nucléaires entre 1964 et 1995, il faudra maintenant mettre toutes ces actions et ces bonnes intentions en œuvre. Le cap est bien tracé et nous faisons confiance aux engagements du Premier ministre pris au nom du Président de la République et à la volonté des plus hautes autorités, des plus hauts responsables de l'État d'aller de l'avant sur ce dossier et ce, dans un délai rapide. Je sais aussi que le chef de l'État, qui sera prochainement donc parmi nous, reprendra devant l'ensemble des Polynésiens les mots forts et sincères qu'il a tenus devant notre délégation, et je sais aussi qu'il s'engagera pour que nous puissions, avec dignité, avec respect et confiance, reprendre la route de notre destin aux côtés de la France. Nous œuvrons surtout, je veux vous le rappeler, nous œuvrons surtout pour ceux et celles qui souffrent dans leur chair et portent aujourd'hui les stigmates de ce passé. C'est naturellement le sujet de la santé, le sujet de nos malades. Oui, nous sommes animés par une profonde soif de justice et de vérité et de reconnaissance par l'État de ses responsabilités. Et je crois sincèrement que nous sommes aujourd'hui sur la bonne voie. Mais il nous faut aussi tous prendre nos responsabilités car nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons la cause. Nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons la cause.
Dans tous les cas, je suis intimement persuadé que l'humanité, d'une façon générale, se maintiendra par trois choses. La justice, par la vérité, mais aussi par la concorde. Mais aussi par la concorde, c'est-à-dire par l'union des cœurs et des volontés entre nous. C'est ensemble unis et dans la paix, que nous y arriverons. Les essais nucléaires, c'est terminé aujourd'hui. Ce qu'il faut maintenant, c'est gérer l'avenir. Cette gestion de l'avenir se fera avec vous, avec tous ensemble. Ne nous laissons pas emporter par nos sentiments ou nos ressentiments, car la vérité souffre souvent davantage de l'emportement de ses partisans, que nous sommes des partisans de la vérité, que des arguments de ses opposants. La vérité y souffre de notre division. Pour conclure mon propos et avant de vous passer la parole, je vous demande de transmettre à nos concitoyens, bien sûr, un message de confiance, car sans oublier notre passé et les diverses facettes de ce passé, notre génération doit s'inspirer de ces expériences pour construire l'avenir et transmettre à nos enfants les valeurs de solidarité qui animent notre peuple maori.